Merci beaucoup d'être venus si nombreux en ce jour de grève pour assister à cette journée d'échange. Je suis très contente et très fière de présenter voilà, ce bilan d'une dizaine d'années d'activité au sein de Médecins du Monde autour des déterminants socioculturels, de la recherche et des déterminants de santé. Également les 1 an du pôle recherche de la DSP. Et vous propose voilà, de commencer cette 3e table ronde. Il y aura ensuite des échanges avec la salle et ensuite une petite conclusion avec des membres de la DSP autour de toute la journée. L'enjeu de cette table ronde était de discuter autour de la production de connaissances et de l'intervention de la recherche dans le but d'apporter des changements et notamment des changements autour du politique et du social. Comment est-ce que la production de données nous permet de favoriser ces évolutions? Le champ de l'humanitaire a largement besoin de ces connaissances, de ces données et des outils pour mettre en œuvre différents projets et mener à bien différentes actions. Différents thèmes et questions seront abordés avec les intervenants que je vais vous présenter ensuite lors de cette table ronde. Différentes questions entre les liens et la connaissance et l'utilité sociale, entre la recherche et la militance, l'engagement seront soulevés. J'ai souhaité proposer quelques points de vigilance autour de certains sujets, notamment autour de la posture du chercheur, une éventuelle évolution de cette posture au cours de son travail. Parle-t-on également de posture politique, d'éthique d'intervention? Comment se met en place une nécessaire distanciation quant à son travail? Y a-t-il une distinction ou pas entre le personnel et le professionnel? Le chercheur est-il un acteur du changement social également? Quelle cohérence entre neutralité scientifique, rationalité, la rigueur de la recherche, de la science, et l'engagement, la militance, l'action sur le terrain et ensuite la prise de décision? Et également, quel rôle donner à la recherche dans des actions de plaidoyer sans dévoyer la position distanciée nécessaire à la recherche et à sa scientificité? Je pose plus de questions que je n'apporte de réponses, mais les interventions peut-être viendront nous éclairer. Il serait intéressant également de questionner comment la science aide à avoir une posture politique dans l'espace public, ce qui induit d'avoir des alliés, mais parfois aussi des ennemis autour de certaines positions. Comment les chercheurs peuvent-ils être eux-mêmes aussi acteurs du changement social? Est-ce la recherche qui permet de mettre en place une démarche de plaidoyer ou le plaidoyer qui va s'appuyer sur ces données, sur des recherches pour renforcer, conforter son intention? C'est selon une demande initiale. Donc restons vigilants quant aux sujets sensibles, quant aux enjeux et pouvoirs et à une éventuelle récupération politique. Et comment peut-on garantir une indépendance suffisante dans l'analyse et les conclusions de la recherche lorsqu'elle est commanditée par une ONG? C'est vrai que voilà, l'idée était vraiment de présenter à la fois des échanges autour de thématiques, mais des illustrations. Donc des études vous seront proposées. Qui définit, qui commandite, comment sont établis les termes de référence? Le problème des études commanditées par les ONG, c'est qu'elles sont parfois à la fois juges et parties, produites parfois par les associations, par les ONG, pour les associations. L'implication de la recherche peut être controversée. Certains veulent une recherche totalement fondamentale, orientée vers la seule production de connaissances, et d'autres, par un engagement politique, s'impliquent au service de certains groupes sociaux, au risque de perdre parfois une certaine neutralité ou une certaine indépendance. Je vais donc laisser la parole à 3 présentations. D'abord un duo entre Hélène Lebaille et Irène Aboudaram. Hélène va nous présenter une recherche qui a été proposée sur l'impact de la loi de 2016 sur les travailleuses du sexe. Elle est docteure en sciences politiques et relations internationales, diplômée de l'INALCO, a passé de nombreuses années au Japon et chargée de recherche au CNRS. Elle a proposé de nombreux travaux sur les migrations chinoises au Japon et en France et sur les politiques migratoires de façon plus large et s'intéresse beaucoup aux questions de mobilisation et d'action collective.
Irène, elle, va nous proposer un regard du terrain, militante depuis, j'ai regardé la date, ça fait plus de 25 ans. Hein. C'est ça. Voilà. Dans le domaine de la lutte contre le sida, elle a travaillé dans de nombreuses associations comme Solidarité Sida, la Fondation de France, Aide, et également des ONG, autres que Médecins du Monde, donc je ne citerai pas. Pendant 11 ans, elle a été coordinatrice de programme autour de la réduction des risques et les travailleuses du sexe à Nantes, a créé une association qui s'appelle Paloma et mise en place un programme en milieu carcéral. Elle est aujourd'hui référente au sein de la DSP, ici à Médecins du Monde. Et notre grand témoin, qui est Sandrine Musso, va nous apporter une conclusion ensuite autour de tous ces échanges. Elle est politologue, a soutenu une thèse d'anthropologie sociale et d'ethnologie à l'EHESS, produit différentes recherches sur l'anthropologie politique de la santé. Elle enseigne aujourd'hui à l'université d'Aix-Marseille. Elle est chercheuse au centre Norbert Elias et travaille entre autres autour des constitutions de l'altérité sanitaire. Je vous remercie à tous d'être là et je laisse la parole à nos intervenants. Donc moi, je vais commencer par dresser un peu le contexte de la recherche qu'Hélène développera. Je préviens que je parle très vite en général, donc je vais faire un effort, mais n'hésitez pas à me faire ça si c'est pas clair. Donc Médecins du Monde est engagé sur les questions de travail du sexe depuis 2000 en France, dans une logique de réduire les risques liés à une pratique, et travaille en interassociatif avec des associations plutôt à base de santé communautaire. Et si notre travail de terrain est un travail d'aller vers les populations et d'accompagner vers l'accès aux soins et l'accès aux droits, on s'interroge sur les obstacles que les personnes rencontrent et on émet un avis sur ce qui va avoir comme effet délétère sur la santé des personnes. Donc c'est dans ce cadre-là que depuis 2011, on milite contre la pénalisation des clients, entre autres. Donc c'est vraiment pas par approche idéologique ou pour défendre tel ou tel positionnement sur la question de la prostitution elle-même, mais plutôt pour dénoncer les effets délétères que les lois peuvent avoir dès lors qu'on criminalise les personnes sur la santé et les droits des personnes concernées. Donc on n'est évidemment pas les seuls à avoir ce type d'attitude. Hein. C'est pas un scoop. L'Organisation mondiale de la santé, beaucoup d'agences onusiennes défendent la décriminalisation des publics. Et c'est vrai que depuis 2011, en France, il y a eu un débat politique voulant pénaliser les clients en partant du principe que si on pénalisait ceux qui achètent l'acte, il y aurait moins d'offres. Et donc on ferait baisser la prostitution et donc le monde irait mieux. Donc c'est pas du tout dans ce sens-là que nous, on a voulu se positionner, mais là encore, vraiment pour alerter sur les effets délétères que la loi allait avoir, puisqu'on savait depuis 2003 que la pénalisation du racolage, donc je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, mais si ça vous parle, donc tant mieux. En fait, nous, on était convaincus que les effets négatifs qu'il y a eu quand il y a eu pénalisation du racolage, on rencontrerait probablement les mêmes effets s'il y avait une pénalisation des clients. Donc depuis 2011, vraiment, on a alerté les politiques, on a facilité avec d'autres acteurs la parole des personnes directement concernées, parce que c'est bien là le problème. En France, en fait, les personnes directement concernées ont du mal à se faire entendre. Et donc, on a organisé des rencontres politiques, on a fait des DVD pour donner la parole aux personnes qui sont censées être celles qui devaient être protégées, notamment les victimes de traite, pour expliquer sur une base de réalité, de pratique et de terrain, pourquoi la pénalisation des clients était une mauvaise idée. On a eu très peu, on a été pas mal entendus, mais finalement le résultat a été qu'en avril 2016, la loi a été votée. Donc on ne le prend pas comme un échec parce qu'on a bien conscience qu'en fait le débat s'est beaucoup situé sur une approche idéologique et qu'on a eu, nous, du mal à faire entendre une réalité terrain et que c'était la faiblesse probablement de notre plaidoyer de ne parler que de notre réalité terrain. En tout cas, on avait évalué comme effet potentiel de la pénalisation des clients un risque que les populations se clandestinisent et qu'on ait de moins en moins accès aux populations et que ce soit pour l'accès aux soins, mais aussi pour les forces de l'ordre et pour toutes les personnes qui peuvent à un moment donné protéger les personnes. Et en 2016, quand la loi est passée, on a très vite constaté sur le terrain, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'association Médecins du Monde, mais bien la coalition de tous les acteurs associatifs avec lesquels on travaille, qui ont constaté sur le territoire national une augmentation des violences de façon évidente, de violences multiformes. Et moi, je viens d'une petite ville très calme, à Nantes par exemple, où la violence n'était pas franchement
un sujet lors des tournées et des maraudes qu'on pouvait organiser. Mais là, tous les soirs, il y avait des situations et des témoignages de violence. Et ça a commencé vraiment à inquiéter les acteurs. Donc, au début, par honnêteté, on était incapable de faire le lien. En fait, on se disait, c'est pas possible, c'est pas parce que la loi vient d'être votée que d'un seul coup, les violences augmentent. Ça nous paraissait un peu étonnant. Mais on a eu, comme ça, voilà, pendant tous les mois qu'on suivit, finalement, une augmentation des violences et des discussions autour de la précarisation que les personnes vivaient de plus en plus de façon importante et une diminution aussi de la file active sur les programmes, donc on n'arrivait pas trop à expliquer. Donc on a eu envie, avec des associations, de s'outiller, on va dire, d'un regard plus scientifique et de pouvoir finalement amener un regard, de documenter en fait ce qu'on recueillait, enfin, ce qu'on retrouvait sur le terrain, mais avec un regard beaucoup plus scientifique que uniquement notre seule analyse. Et c'est comme ça que je vais passer la parole à Hélène qui va pouvoir prendre le relais. Mais en tout cas, la volonté qu'on avait, c'était aussi de faire écho à ce qui est prévu dans la loi, c'est-à-dire que le gouvernement, en votant la loi, s'est engagé à faire un rapport officiel d'évaluation de la loi. Et on s'est dit que nous aussi, on avait envie de faire le même, probablement pour tomber sur les mêmes résultats, bien sûr, puisque les rapports, de toute façon, on l'attend toujours, hein, celui de l'État, mais en tout cas, on avait, nous, envie de donner la parole aux personnes directement concernées, que ce soit les intervenants dans les associations et les personnes travailleurs et travailleuses du sexe, puisque nous, on n'avait pas d'informations sur la façon dont l'État avait prévu de faire ce rapport d'évaluation. Alors, je prends la suite. Donc là, vous avez eu le tout début de l'histoire. La suite de l'histoire, donc, c'est que un groupe de 11 associations ont décidé effectivement de mettre en place une contre-évaluation de l'évaluation qui était prévue par le gouvernement à cette loi de avril 2016. Alors, je vais être obligée de parler un petit peu de moi et j'espère que ça va répondre un petit peu aux questionnements qui sont les questionnements de cette table ronde. Alors moi, je suis bénévole à Médecins du Monde depuis 2014 ou 2015, donc depuis longtemps, sur un des programmes français de prévention santé auprès des travailleuses du sexe. Donc je suis avant tout bénévole et c'est parce que au fil des années, je me suis de plus en plus impliquée dans un travail un petit peu de plaidoyer au sein de Médecins du Monde sur les questions de travail du sexe, que je me suis retrouvée dans ce groupe de réflexion sur l'évaluation de la loi. Comment tenter d'évaluer cette loi au bout de 2 ans. Donc c'est l'objectif qu'on s'était donné. Au début, voilà, j'étais comme tous les autres autour de la table, sauf que autour de la table, j'étais la seule à être chercheur dans la vie à côté de mon travail de bénévolat. Et à essayer d'orienter un petit peu alors je ne sais pas si je réécris, tu me rediras, parce que chacun réécrit avec le temps l'histoire, mais à essayer de donner un petit peu mes conseils et à essayer d'orienter un petit peu ce qui, moi, me semblerait être une meilleure façon, ou en tout cas une façon scientifique de faire ce travail d'évaluation. Je dois avouer qu'au début, j'étais extrêmement réticente à faire plus que les autres, parce que il y a une vraie, et là vraiment c'est les questions à discuter aujourd'hui, il y a une vraie suspicion à l'égard d'un chercheur qui commence par être impliqué dans une cause avant de passer à un travail scientifique sur le groupe concerné. Parce qu'il y a un vrai questionnement sur les motivations du chercheur. Est-ce que les motivations sont vraiment scientifiques ou est-ce qu'elles sont politiques, pour le faire simplement. Donc les choses ont commencé doucement et puis de fil en aiguille, je pense que j'ai eu de plus en plus un rôle moteur dans le projet et j'ai fini par accepter de m'investir complètement et ça a été beaucoup d'heures de travail parce que je pense qu'on a quand même fait au final un très gros travail. À la fin, donc je vous donne juste la fin, puis après je vais revenir un petit peu au processus et à ce que ça a impliqué d'être chercheur dans ce projet-là. Finalement, le rapport, vous n'en avez qu'une synthèse ici, mais sur Internet, vous pouvez trouver le rapport complet. Donc c'est un rapport qui fait 70 pages, a au final été écrit par une stagiaire et 2 chercheurs. L'ensemble de l'analyse a été faite par cette stagiaire et les 2 chercheurs, mais c'est un travail qui est extrêmement collectif.
Donc l'organisation un petit peu de ce travail collectif, c'était que beaucoup d'étapes ont été faites avec ces 11 associations. On a créé un comité de pilotage qui comptait 21 personnes. Donc vous voyez, c'est un gros comité de pilotage. Des associations que vous verrez également sur la synthèse qui se trouve au fond de la salle, 11 associations qui se trouvent dans 7 régions de France différentes. Donc on a essayé... le groupe existait déjà un petit peu avant ce travail d'évaluation, mais voilà, l'idée c'était d'avoir aussi une vision sur l'ensemble de la France. Donc, ce comité de pilotage a été essentiellement moteur au début. Ce n'était pas moi qui étais moteur du tout au début, avec la première écriture d'une grille d'entretien, la mise en place d'entretiens exploratoires. Et là, mon rôle a été d'encadrer la stagiaire pour lui apprendre à faire des entretiens qualitatifs. Et puis l'aider après dans l'analyse des premiers entretiens exploratoires et des premiers entretiens. Au bout de cette première période de 4 mois, donc la période un peu exploratoire, on a eu un premier retour à nouveau en comité de pilotage général et des commentaires sur les premiers éléments d'analyse qui avaient été donc formulés par la stagiaire avec mon aide. Et une deuxième phase de réalisation d'entretien, donc ce qui a permis d'affiner la grille d'entretien. Et donc toute une deuxième phase, et là il n'y avait plus d'argent, donc il n'y avait plus de stagiaires. Je me suis retrouvée au début toute seule et j'ai réussi à intégrer un deuxième chercheur dans le projet. Enfin, toute seule avec toutes les associations qui faisaient aussi parfois les entretiens en suivant cette grille. À nouveau, à la fin, il y a eu un retour collectif avec tout le monde, donc à nouveau des commentaires sur les résultats d'analyse, et puis une relecture par un certain nombre de membres du comité de pilotage. L'ensemble des matériaux donc, a été retranscrit, lu et analysé par 2 chercheurs. Je pense que c'est important de souligner aussi les atouts pour le chercheur, parce qu'il n'y a pas que des atouts pour les associations. Les atouts pour le chercheur, c'est avant tout de travailler avec des personnes qui connaissent extrêmement bien le terrain. Donc en termes de formulation des premières hypothèses, voilà, avant même de faire la première grille d'entretien, ça amène déjà énormément d'informations. Bien sûr, le deuxième élément, quand on travaille, quand on mène des enquêtes auprès de personnes très marginalisées, le deuxième avantage, c'est d'avoir un accès très facilité au terrain. Parce que voilà, c'est pas évident de faire des entretiens en toute confiance avec des personnes qui sont marginalisées. Et puis le troisième grand atout pour le chercheur, c'est ce travail avec un comité de pilotage qui permet d'approfondir les analyses, de préciser le vocabulaire utilisé quand on va écrire. Donc voilà, tout ça c'était vraiment voilà, très agréable en termes de travail. Je pense qu'un des éléments de discussion qui a été important entre le chercheur et le reste de l'équipe du comité de pilotage, ça a été la question de la méthodologie d'enquête. Et là, il y a eu une vraie négociation, sachant que donc on n'était pas dans ce projet-là, on n'était pas sur un projet de créer du savoir pour les pratiques sur le terrain. On était vraiment dans un projet de plaidoyer, c'est assez clair. Et donc, pour le plaidoyer, c'est bien d'avoir des chiffres. Et j'ai milité dès le début, si je ne me trompe pas, pour qu'on fasse un travail qualitatif. D'abord, sachant qu'on n'aurait pas forcément les moyens de faire un travail quantitatif, donc obtenir des vrais chiffres qui puissent être analysés correctement. Et d'autre part, je pense qu'il y avait une vraie réticence du fait de la méconnaissance des enquêtes qualitatives, même si, comme l'a rappelé Magali en introduction ce matin, même si ici il y avait déjà beaucoup de travail de type qualitatif à Médecins du Monde, au sein de ce comité de pilotage de l'enquête, il y avait vraiment une incertitude sur la possibilité, avec des entretiens, d'en sortir quelque chose, de l'utiliser pour du plaidoyer. Ça paraissait un petit peu compliqué et il y avait une vraie réticence. Je pense qu'il y avait aussi une réticence de ce comité, des différents membres des associations, parce que
C'est pas évident quand on n'a pas la formation. Il y avait une personne tout à l'heure de Bordeaux qui disait c'est une vraie formation de savoir faire des entretiens, ça prend du temps. Et effectivement, les personnes du comité disaient bah oui, nous on veut bien participer, mais faire des entretiens, c'est pas facile. Les questions, c'est pas oui, non. Et surtout que moi, j'essayais d'expliquer qu'il allait falloir laisser la place à la parole des personnes et que même si on faisait une grille d'entretien la plus précise possible, très souvent, on n'allait pas forcément suivre la grille d'entretien et c'était pas grave. Ce qu'il fallait, c'était que la parole soit le plus libre possible pour qu'il en sorte des choses nouvelles. Et ça, c'était un peu déstabilisant, je pense, pour une équipe de non-chercheurs. Donc voilà. Et pourtant, je pense qu'au final, tout le monde était assez content et que ça a été assez riche. Alors juste un tout petit rappel, mais j'ai l'impression quand même que tout le monde est assez au fait. La recherche qualitative, il y a en gros, si on simplifie, 3 types de matériaux: des entretiens, de l'observation et des sources documentaires produites par les personnes, par le groupe de personnes qu'on étudie. Alors on s'est surtout orienté vers l'entretien, sachant que de toute façon l'observation, les associations membres du comité le faisaient en permanence. Donc en fait l'observation, on ne l'a pas forcément mise en valeur dans le rapport d'enquête, mais elle était là en permanence. Les atouts de cette démarche qualitative, c'est que le qualitatif et les entretiens et l'observation, ça permet d'étudier le processus, ce que les approches quantitatives peuvent moins faire, et de voir comment, dans le processus, une politique a ou non un effet. Donc ça permet en fait de prendre en compte la mise en œuvre d'une politique et de comprendre comment les situations, les comportements changent avec un contexte plus large. Et en particulier, dans le cas de l'application de cette loi, non seulement de pénalisation, pardon, je bois un coup, donc non seulement de pénalisation des clients, mais aussi de mise en place d'un parcours de sortie de prostitution, c'était important de comprendre le contexte de politique migratoire, et c'est ce qui est beaucoup ressorti dans les entretiens. Et donc, effectivement, l'approche Cali permettait de croiser en fait différentes dimensions qui allaient permettre de comprendre pourquoi la loi avait un impact ou pas d'impact, ou bien tel impact et pas tel autre impact. D'autre part, l'approche qualitative, et là je rejoins un petit peu, je rappelle un petit peu l'éthique de travail dans les associations, que ce soit Médecins du Monde ou que ce soit d'autres, c'est très largement de mettre en avant la parole des personnes, et non seulement mettre en avant la parole des personnes, mais mettre en avant la complexité de la parole des personnes. Et l'approche qualitative, les entretiens, l'observation permet de mettre en avant cette complexité des réponses, des choix, des évolutions de comportement. Et enfin, dernier atout, ça permet de saisir des conséquences non anticipées. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de laisser la parole relativement libre et de voir des choses qui émergent auxquelles on n'avait pas pensé, et donc de retravailler la grille d'entretien et puis peu à peu de faire remonter un certain nombre d'éléments pour créer les hypothèses qui ne sont pas forcément là dès le départ. Alors ça a été un petit peu source de tension parce qu'on a quand même fini dans les derniers mois à décider d'avoir un peu de chiffres. Personnellement, j'y étais complètement opposée, mais en même temps, on était dans un travail collectif, donc il y a eu du chiffre qui a été produit. Je pense que voilà, ça a été un débat entre nous, mais je pense que c'est une mauvaise chose, à savoir par exemple que la synthèse met à égalité le travail qualitatif et le travail semi-quantitatif qui a été fait, qui n'est pas très scientifique. Et effectivement, la façon de faire du plaidoyer a très souvent repris les chiffres et pas le travail qualitatif. Les journalistes ont beaucoup repris les chiffres. Il y a quelques journalistes, à chaque fois je les ai remerciés, qui ont repris le travail qualitatif, par exemple au Monde, je pense, et pas seulement les chiffres. Donc voilà. Donc
c'était source de tension, hein, ce choix de méthodologie. Donc je clôt un petit peu la question de la méthodologie pour aborder cette question, pour finir, de la place du chercheur. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est forcément source de suspicion quand on vient du terrain, quand on a déjà un positionnement politique sur le sujet et qu'on s'investit avec une visée, un objectif scientifique. Donc là, c'était très clair, hein, ce comité, vous pourrez voir les associations, il était très clairement politiquement positionné, c'était extrêmement clair. En plus, sur un sujet ultra polémique, donc effectivement, c'était pas facile, d'où toute mon hésitation à m'impliquer complètement dedans. Ce qu'on a fait, c'est pour essayer de remettre de la distance, pour essayer d'aider à la réflexivité sur les données, sur le travail. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place par moi, toute seule ou ensemble. Alors, un des premiers éléments, ça a été de surdimensionner le panel. En fait, on a évoqué ce matin un petit peu les questions de saturation dans les méthodologies qualitatives. En fait, je pense que ça a été encore plus déstabilisant pour nous parce qu'on est arrivé très très vite à saturation sur presque toutes les questions. Donc, c'était encore plus déstabilisant parce je pense qu'on ne se l'est pas formulé, mais on a dû se dire, on a vraiment dû formuler les questions de façon à ce que les gens répondent comme on voulait. Parce que ça allait tellement dans notre sens que c'était un petit peu gênant. Donc, on a surdimensionné le panel, on a continué en disant, bah oui, si on leur présente une enquête sur 30 personnes, personne ne va nous croire. Donc, on est allé jusqu'à 70 voire 100 entretiens de type qualitatif, et puis cette petite enquête quantitative qui était en fait une enquête qui venait confirmer les principaux points tirés de l'analyse qualitative. Les autres façons de faire, ça a été de faire relire la grille d'entretien. Il me semble que je l'avais passée à Magali, si je me souviens bien. Donc la faire relire par des personnes qui n'étaient pas proches du sujet étudié, pour voir si c'était pas trop mal formulé, relativement neutre, voilà. L'autre élément, mais ça c'était assez évident, c'est qu'on a interrogé bien sûr des associations qui n'avaient pas le même positionnement politique. Un des éléments qui a parfois été critiqué de l'extérieur, c'est qu'on nous a dit oui, mais choisir des personnes dans vos associations, bien sûr que les personnes vont répondre ce que vous voulez. En réalité, les personnes en général ne connaissaient pas le positionnement des associations, donc c'était pas là qu'il y avait un biais. Enfin, en tout cas, à mon avis, il n'y avait pas de biais là. Et enfin, l'autre chose qui, moi, m'a beaucoup aidée, c'était premièrement cette stagiaire qui a été là pendant 6 mois, qui ne connaissait pas le sujet, qui découvrait le sujet et qui, du coup, voyait tout avec un œil très neuf. Donc pour moi, ça m'a beaucoup aidée. Et le deuxième élément, et là c'est moi qui ai un peu tiré vers ça, c'est de tirer un collègue à moi qui arrivait en France, qui découvrait aussi le débat et qui a donc relu tout et analysé avec moi et écrit avec moi. Et à nouveau, ça m'a permis de prendre de la distance. La place du chercheur, à nouveau, c'est aussi l'impact sur sa carrière académique. Alors, outre que les questions de travail du sexe sont pas du tout valorisées dans le milieu académique, hein, voilà, c'est pas du tout valorisé. Encore moins quand vous êtes dans un labo de recherche comme moi qui travaille essentiellement sur les relations internationales et la politique comparée. Voilà. Et puis d'autre part, c'est que faire un travail qualitatif d'évaluation des politiques, c'est pas du tout valorisant non plus, parce que pour un chercheur avec des méthodes qualitatives, ça demande, pour passer d'un rapport d'enquête comme on a fait à un article de type scientifique, ça demande un travail énorme de reformulation, de théorisation, et je ne sais même pas si je vais le faire, mais en fait, voilà, en termes de carrière, ça compte pas. Et puis, on a parlé de cette question de l'indépendance. L'indépendance, quand on fait de l'évaluation, en général, la question qui se pose, c'est est-ce que je vais être indépendant par rapport aux politiques, au gouvernement, aux autorités locales qui me demandent de faire une évaluation. Ici, c'est un peu différent. C'est est-ce que je vais être capable de garder mon indépendance vis-à-vis du monde militant, dont je fais partie en plus. Donc une indépendance vis-à-vis de moi-même. Enfin, il y a une espèce de schizophrénie qui se met en place. Alors,
J'ai pas beaucoup de réponses, hein. C'est vrai que ça a été compliqué, je vais pas apporter beaucoup de réponses. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup... aujourd'hui, en prenant un peu de recul, c'est que finalement, on n'a pas fait... c'était pas un travail vraiment démocratique, au final. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, comme je vous l'ai dit, bien sûr, tout le monde a participé. Des entretiens ont été faits par d'autres, transcrits et puis relus par les 2 chercheurs. Mais finalement, le comité a eu beaucoup un rôle de conseil au fil du temps, un rôle de validation. Et dans mon souvenir, il n'y a eu aucune négociation des résultats. Il n'y a aucun résultat qui a soulevé débat. Il y a eu des mots qui ont soulevé débat, le choix des mots. Mais il n'y a pas eu de négociation des résultats, ce qui peut être parfois le cas avec quand c'est le monde politique qui vous demande une évaluation et que voilà, ça ne correspond pas à ce qui est attendu. Il y a eu voilà, une validation assez consensuelle des résultats. Voilà, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'a donné le sentiment que le travail d'analyse avait été relativement indépendant. Alors voilà, et donc Irène va nous dire en quoi ça a pu être utile pour le plaidoyer au final. Le combat n'est pas fini. Moi, je ne suis pas sûre d'avoir compris pourquoi c'était pas démocratique du coup, mais on n'est pas... Pas participatif. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est que finalement, tous les résultats qui ont émané de la recherche étaient des résultats qu'on avait pressentis effectivement, sauf un. Et c'était intéressant de pouvoir le dire et le partager aussi. On avait imaginé qu'il y aurait notamment beaucoup plus de personnes qui seraient obligées d'avoir une intermédiaire et du coup être dépendantes de quelqu'un. Et c'est pas du tout ressorti des entretiens. Et donc, on a été honnête, on n'a pas menti, on n'a rien dit sur ce sujet-là. Donc c'était aussi intéressant de voir que la recherche, elle mettait pas... Enfin voilà, qu'il y avait un résultat que nous, on avait imaginé qui n'était pas ressorti. Donc on s'était trompé. Et c'est bien aussi de dire qu'on s'était trompé. Et ça valorise aussi les autres résultats, puisque ceux-là, on les avait bien vus aussi. Donc ça a été important, en fait, puisque effectivement, le combat n'est pas terminé et qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a un outil scientifique qu'on peut utiliser pour dire, voilà, nous, acteurs terrain, on a notre analyse, mais on a aussi un outil scientifique qui vous montre les choses, qui est qualitatif. Et là, pour le coup, moi, je trouve que le choix du qualitatif était extrêmement important. Mais qu'il y a un vrai souci, alors moi je ne viens pas du monde de la recherche, donc je ne sais pas si c'est habituel ou pas, mais qu'il y a un vrai souci, et les acteurs de terrain l'avaient aussi, à être crédibles quand on parle du qualitatif, et qu'on avait l'impression, parce qu'à chaque fois on nous met des chiffres en face, et qu'il fallait pouvoir dire qu'on avait interrogé 512 personnes, et que 70 c'est même pas encore assez. Donc en fait c'est ça qui est compliqué à utiliser quand on est sur du qualitatif. Mais Le Monde, justement, tu citais, on a fait une conférence de presse quand on a rendu public l'enquête, et Le Monde nous a dit, enfin, en fait, vous avez quelque chose de très intéressant parce qu'on dépasse la seule parole militante associative. Là, on ne peut plus vous reprocher votre militance, c'est scientifique, c'est prouvé, donc votre combat, il devient encore plus légitime et valable. Donc on s'est dit, super, les politiques vont avoir la même réaction. Donc on ne lâche rien. et c'est vrai que, objectivement, c'est vrai que ça nous a redonné une actualité d'avoir ce rapport-là et une crédibilité, mais qu'on est toujours, on se heurte toujours à ce débat idéologique autour de cette question-là. Et donc il y a l'honnêteté politique ou pas, l'honnêteté de nos interlocuteurs qui voilà, du coup, des fois... mettent en exergue effectivement le fait de la non-objectivité du rapport, vu ceux qui l'ont écrit, et notamment Hélène étant impliquée dans Médecins du Monde avant, on nous le reproche. Mais c'est vrai qu'on a cet outil-là qui nous a permis aussi d'avoir déclenché d'avoir déposé une question prioritaire constitutionnelle sur des nouveaux arguments. Ça a créé une actualité qu'on a pu utiliser pour avoir un plaidoyer très fort, qu'on espère gagner en février. Je propose qu'on passe au débat et aux questions. Oui. Merci beaucoup de votre intervention. Effectivement, je pense qu'il y aura du débat et des questions ensuite. Je vais laisser la parole maintenant à Sandrine Mousseau, qui a un peu plus de 20 minutes pour nous exposer son point de vue. Merci. Donc, je vais d'abord commencer... je vais d'abord commencer, et pas seulement rituellement, à remercier les organisateurs, organisatrices de cette manifestation,
D'abord parce qu'elle me donne l'occasion d'écouter les gens qui ont conduit cette recherche que j'ai suivie, j'ai tenté de suivre de près. Et puis parce qu'elle me donne aussi l'occasion de partager avec vous certaines réflexions sur ces questions d'engagement et de recherche. Et je m'excuse de n'avoir pas pu être présente ce matin. C'est extrêmement frustrant du coup j'espère que je ne vais pas répéter des choses qui ont été amplement discutées, mais je voulais d'abord, de manière introductive, revenir juste sur quelque chose qui a été dit sur le manque de légitimité des recherches sur les travails du sexe. Alors, je voudrais pondérer cette affirmation puisque Calogero Giametta, qui a travaillé avec vous, participe avec moi à un programme de recherche financé par le Conseil européen de la recherche sur les questions d'humanitarisme sexuel, migration, travail du sexe et trafic, et donc recherche dirigée par Nicolas Maille, et dont l'objectif est d'étudier entre autres les relations entre migration, travail du sexe, trafic, dans des contextes variés, en Australie, en France, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, parce que se pose de manière globale cette question des usages qui sont faits de la rhétorique de la traite dans les politiques actuelles de migration et de lutte contre l'immigration illégale. Donc voilà, ça permet aussi de contextualiser au-delà cette question. Puis autre élément de contexte, puisqu'il a été rappelé tout à l'heure que Médecins du Monde avait commencé à s'engager depuis 2000, mais c'est aussi ce qu'on appelle aujourd'hui une population clé, hein, les travailleurs du sexe dans la lutte contre le sida, puisque c'est la terminologie actuelle. Mais donc, il y a aussi, avec les recherches sur le sida, eu beaucoup, ça a été à l'initiative d'un certain nombre de travaux. Et notamment, j'ai pu participer en tant que membre du Conseil national du sida à un rapport qui a été fait en 2010, qui déjà revenait sur le fait que la contradiction entre les politiques de santé publique et d'ordre public, notamment sur ces questions-là. Donc, je voulais juste dire ça et puis partager avec vous autour de 3 grands points un certain nombre de réflexions. Alors, les 3 grands points, c'est déjà qu'il y a un implicite derrière les manières dont on pose la question de l'engagement et de la recherche et une dichotomie implicite sur laquelle je voudrais d'abord m'arrêter, puisque ces questions d'engagement, de distanciation, elles ne sont pas seulement des questions d'acteurs ou de chercheurs impliqués dans des associations, elles sont des questions méthodologiques et épistémologiques de chercheurs. Donc je voudrais déjà qu'on dépasse cette première dichotomie. Ensuite, j'en viendrai sur le fait que la science, c'est aussi une pratique sociale, alors non pas pour verser dans un relativisme scientifique, mais pour expliciter justement certaines choses autour de ces effets d'évidence derrière le fait que certaines pratiques soient scientifiques, certains discours soient scientifiques, quand d'autres ne le seraient pas. Je pense que c'est au cœur de ce qu'on discute. Et puis, je partagerai enfin sur le 3e thème un certain nombre de questions. Le 3e thème qui est celui des relations entre plaidoyer et recherche, qui est dans le titre même de cette table ronde. Alors, des questions qui ne sont pas seulement celles des acteurs de terrain, ces questions d'engagement, eh bien, je vais en donner un certain nombre d'exemples qui en témoignent. Il y a quelques jours, s'est ouvert la réunion de rentrée à l'école des hautes études en sciences sociales des anciens de l'école sur un thème qui était s'engager dans la recherche, avec des prises de parole, par exemple, d'un des fondateurs de SOS Méditerranée, qui a parlé à l'occasion de cette journée. Donc, ce qui montre que cette question de l'engagement, elle est aussi au cœur des préoccupations des chercheurs. Ensuite, moi qui parle plutôt de l'anthropologie de la santé, on est précisément dans un domaine de la discipline où ça fait bien longtemps qu'on a dépassé justement les dichotomies entre ce qui serait fondamental et appliqué pour penser ce qu'est une recherche impliquée, parce qu'on ne peut pas penser des questions qui ont à voir avec la souffrance, des enjeux de vie ou de mort, la santé, etc., en restant sur une posture sur laquelle je reviendrai, de supposer neutralité axiologique. On est de toute façon impliqué, ne serait-ce que relationnellement, affectivement, dans les choses sur lesquelles on travaille.
Il y a aussi toutes les leçons amenées, les leçons politiques de l'épidémie de sida, qui ont donné lieu, par exemple, à l'émergence de cette notion de science impure. Je pense aux travaux de Steven Epstein sur l'histoire de l'activisme, et donc aussi où on a vu s'écrire et se développer des travaux qui sont des travaux de grande qualité scientifique conduits par des activistes. Alors, par exemple, c'est soutenu il n'y a pas très longtemps une thèse de Caroline Isambert, une thèse d'histoire. Caroline Isambert qui a réalisé une très belle thèse tout en ayant eu un engagement activiste sur les questions de droit à la santé des étrangers. Victoire Patouillard, qui fut présidente d'ACT UP, a écrit un article merveilleux qui a maintenant 20 ans sur justement une réflexion autour de qu'est-ce que c'est que le ZAP pour transformer la colère en quelque chose qui est un acte, un répertoire d'action politique. Donc ces subdivisions entre chercheurs et personnes engagées, l'histoire sociale du sida nous a montré qu'elles avaient beaucoup de limites. Ensuite, si je reviens à ma discipline qui est l'anthropologie, eh bien, il y a eu un ensemble quand même de réflexions, de travaux sur un des outils méthodologiques de cette discipline qui est l'observation participante, la participation observante. Donc j'imagine que vous avez eu une brillante leçon à ce sujet de la part de Yannick Jaffray ce matin. Je ne vais pas y revenir. Mais donc ce qui montre bien que de toute façon, on est, quoi qu'on en veuille, engagé sur son terrain. Puisque l'une des premières choses en tant qu'anthropologue, c'est l'immersion à long terme. Et donc, on est fondamentalement engagé. Ce qu'on apprend, on l'apprend dans des relations. On ne produit pas de la data ni des données. On produit des savoirs situés dans le cadre de relations qu'il nous faut expliciter. Enfin, d'où, dans quel contexte on a recueilli ce qu'on a recueilli, dans quel contexte les gens parlent, parce qu'ils ne vont pas dire la même chose dans une chambre d'hôpital, dans un accueil d'association, dans un café, etc. Donc il y a eu aussi toute une critique en anthropologie de la notion de neutralité axiologique. Qu'est-ce que ça veut dire que la neutralité axiologique, la fameuse objectivité qui permettrait de construire un discours dit scientifique? Et là-dessus, il y a eu un certain nombre de propositions. L'une des plus célèbres, c'est celle de Jeanne Favret-Saada, qui, dans Les mots, la mort, l'essor, explique quand même qu'être affecté, c'est une des conditions d'accès aux données et que c'est très difficile d'apprendre quelque chose d'un terrain dès lors que, justement, on n'est pas pris. Il y a tout le travail qu'elle fait autour de la prise et de la déprise, alors qui a donné lieu à beaucoup de controverses autour duquel tout le monde n'est pas absolument d'accord dans la discipline. Mais toujours est-il que ça a le mérite de ne pas revendiquer une supposée posture de neutralité qui, dans les faits, et quand on est dans une discipline qui travaille sur la base de relations avec les autres, est plus de l'ordre de la mythologie que de quelque chose qui existerait en réalité. Alors ensuite, les débats sur les questions d'engagement, ils ont aussi une histoire en anthropologie qui n'est pas tout à fait inutile à rappeler aujourd'hui, parce que en fait, les premières, alors c'est peut-être pas les premières disputes, mais quand même, si au moment de l'émergence de l'American Anthropological Association, Franz Boas avait critiqué l'intervention d'anthropologues qui avaient travaillé pour le gouvernement américain. Ensuite, on a eu l'épisode célèbre de Ruth Benedict, qui est payée par le gouvernement et l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale pour écrire ce qui deviendra le Chrysanthème et le sabre, très beau livre, hein, mais qui justement posait la question des anthropologues embarqués. Que veut dire collaborer avec... Donc cette question-là, elle ne s'est pas seulement posée pour les ONG, elle se pose de toute façon. Et elle s'est reposée avec la guerre en Irak, elle s'est reposée en Afghanistan. Il y a tout un débat très nourri aux États-Unis autour de cette question des anthropologues embarqués. Alors, en France, les questions se posent différemment, on va dire, mais il y a eu un beau débat aussi autour d'Emmanuel Terret,
Emmanuel Terret, qui a été longtemps président du 3e collectif de sans-papiers, qui est un des grands noms de l'anthropologie politique française, et qui justement tient souvent à faire la différence entre son engagement politique et son travail de chercheur. Et il y a eu des discussions très intéressantes à l'occasion d'une journée dédiée à Emmanuel Terret autour du fait que d'autres chercheurs lui disaient aussi que en explicitant son action auprès des sans-papiers, il faisait une sorte d'anthropologie politique de l'État par le bas, et que ça nourrissait forcément son engagement, une réflexion plus fondamentale en termes d'anthropologie politique. D'autres auteurs insistent sur les modalités d'accès au terrain que suppose une connivence partagée ou le fait d'être engagé. Alors ça a été dit par Hélène. Et puis donc il y a aussi toute cette question de toute façon de l'imbrication du savoir et du pouvoir, et puis du fait que eh bien, ce sur quoi il s'agit d'être clair, c'est sur les contextes de production des informations, bien plus que sur le fait qu'on doive à tout prix défendre une position de supposée neutralité. Alors j'en viens maintenant à d'autres dichotomies implicites autour de ce qui serait scientifique et ce qui ne serait pas scientifique. Récemment, il y a eu la soutenance d'une thèse, c'est pour faire un pas de côté, parce que là, c'est pas du tout sur les questions de travail du sexe, mais il y a une étudiante, enfin une docteure maintenant, Giulia Anichini, du Centre Norbert Elias, qui a fait une thèse où elle a observé ethnographiquement un laboratoire de neurosciences. Elle en a tiré un article dans la revue d'anthropologie des connaissances qui s'appelle « Le côté obscur de la science ». Alors, au-delà du très bon titre de cet article, eh bien, elle montre comment il y a toute une occultation de la connaissance dans le travail des neuroscientifiques qui est précisément liée au fait qu'il y a des tensions et des poids et des enjeux liés à la manière dont fonctionne l'industrie de la recherche en neurosciences, la pression à la publication, les rapports hiérarchiques dans les laboratoires. Tout ça, c'est de la science dite dure. Les neurosciences, on est quand même là dans le temple de la science supposée dure. Donc, tout ça pour illustrer le fait que, sans verser dans un relativisme total, il est important d'avoir à l'esprit que la science, c'est aussi une pratique sociale, et que d'ailleurs, il y a aussi des enjeux. Il y a une sorte aussi de... Dans un contexte de grande précarité, on l'a rappelé, ça a été dit en fin de matinée en tout cas, de certains domaines de recherche, et c'est tout particulièrement le cas pour l'anthropologie, eh bien, la recherche sous contrat, c'est un des éléments de la production actuelle de la recherche qui oblige de toute façon aussi les chercheurs à réfléchir sur les questions d'indépendance vis-à-vis de bailleurs et pas seulement s'agissant des relations avec les ONG. Donc c'est peut-être là, en fait, l'avant-garde de questions qui se pose de manière très globale dès lors que la recherche est financée et avec, du coup, une inégalité et une hiérarchie symbolique de ce qui va être considéré comme une science pure et une science impure. Et à cet égard, effectivement, la suspicion à l'égard d'un qualitatif avec l'empire du chiffre qui vient justement de résumer ce que c'est que la science, c'est un des gros problèmes. L'autre problème, c'est aussi ces evidence-based politiques qui demandent de la donnée probante avec un marché concurrentiel de sciences qui vont venir s'imposer comme étant les plus fortes pour valider, donner des données probantes. Et à cet égard, il y a des travaux très intéressants sur la sociographie de tout ce qui se fait autour des essais randomisés, qui est aujourd'hui devenu une des religions de ce qui fait science en termes de projets de santé et de développement, qui montre combien il y a là aussi des enjeux de pratique sociale de la science, d'hégémonie et d'inégalité entre disciplines scientifiques. J'en viens maintenant à mon dernier point, les questions de plaidoyer et de recherche. Alors, grâce à vous, je me suis un peu penchée sur les travaux récents, sur ce qui s'était écrit récemment autour des
de la généalogie de ce terme de plaidoyer. Je me suis demandé quelle était son histoire, parce que c'est vrai que ça fait partie des termes qu'on entend. Et donc, grâce toujours à quelqu'un dont je suis les travaux depuis 25 ans et qui m'a toujours aidé à penser, Johanna Siméan. Et Johanna Siméan a consacré un certain nombre d'articles à la généalogie, à l'histoire politique de cette notion de plaidoyer, tout à fait passionnant. Donc, notion qui naît en fait dans les années 50-60, dans la lignée des mouvements pour les droits civiques aux États-Unis, mais on est là dans l'advocacy. Et ensuite, elle va s'importer, se diffuser et arriver en France dans les années 90 avec du coup beaucoup d'effets de professionnalisation. Hein. Les ONG ouvrent des services de plaidoyer, embauchent des personnes qui vont être payées à construire du plaidoyer, tout ça. Et en fait, ce que montrent aussi ces travaux, alors il y a pas mal d'ambivalence justement autour des analyses qu'on peut faire ou des usages ou des effets du plaidoyer. Mais l'un des effets du plaidoyer rejoint peut-être deux choses que vous avez dites là. La première, c'est cette idée que, enfin, ce fait que ça serait peut-être pas complètement démocratique. Parce que ce que dit Johanna Siméan, c'est que les effets du plaidoyer, ça peut être aussi que les personnes ne soient absolument plus représentées dans les ONG, puisque leur parole va être filtrée, dite par des professionnels, avec un effet de dépolitisation aussi. Et donc, du coup, ça, il y a un enjeu, effectivement, du fait qu'on se débarrasse des personnes au motif qu'il y aurait des spécialistes du plaidoyer. Bon, c'est une question que je partage là, de manière un peu provocatrice, mais j'ai trouvé ça intéressant à poser comme question. Et ensuite, il y a aussi une question qui a été soulevée là sur les effets de votre recherche, qui a quand même abouti à ce que le Conseil d'État se positionne, etc. Donc et ça, c'est intéressant parce que justement, la notion de plaidoyer, elle a été vue au départ avec méfiance par les ONG humanitaires parce qu'elle venait de l'advocacy et du droit, en fait, d'ONG de défense des droits. Et précisément, on voit que ça aboutit à pouvoir avoir une action en termes de loi, ce qui est important, évidemment, en termes d'effets politiques que peut avoir le plaidoyer, et parce que il paraît évident que cette loi a des effets pour les personnes en termes de violence sociale. Donc, du coup, voilà, c'est toute l'ambivalence de ces questions de plaidoyer. Mais moi, il y a une autre question que je me pose, c'est en fait combien, par exemple, pour travailler sur l'immigration depuis maintenant un peu longtemps, on est là dans un domaine où la connaissance n'a quasiment pas produit de politique. À force est de constater que jusqu'à présent, si on avait juste un tout petit peu... voilà. Donc, du coup, c'est aussi... Et puis, en 2010 aussi, quand on avait fait ce rapport au Conseil national du sida sur le travail du sexe, il y avait des choses qui sont toujours... pertinente aujourd'hui dans ce rapport. Donc, il y a aussi cet enjeu de comment on diffuse, comment on promeut et on diffuse les sciences sociales. Alors, il y a tout un tas de projets, et notamment dans mon laboratoire, il y a un projet qui s'appelle la fabrique des écritures innovantes, mais ça se réfléchit un petit peu partout en ce moment dans les sciences sociales. Mais, mettre les thèses en bande dessinée, c'est c'est la collection Sociorama qui permet de faire que des thèses soient diffusées en bande dessinée. Il y a tout un tas d'initiatives actuelles, mais qui justement cherchent parce que ça, c'est une vraie question, plutôt que de refaire des recherches sur des choses qu'on sait. Voilà, la répression, ça aboutit à faire que les gens soient dans des plus mauvaises conditions vis-à-vis de leur santé. Enfin, où on refait sans arrêt des recherches pour le montrer, c'est possible aussi, ou bien il s'agit de trouver des moyens de diffuser de manière avec plus d'impact les choses qu'on sait. Donc, voilà, je pense que c'est l'essentiel de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup de toutes vos interventions, de vos témoignages. On va laisser la parole à la salle et aux questions. On a 30 minutes pour les échanges, les questions, les remarques. Si une personne ne se lance, j'en ai une pour Irène et Hélène. Par rapport effectivement aux personnes concernées, de quelle façon est-ce qu'il y a eu une restitution et une éventuelle appropriation de cette enquête ? Alors, je vais commencer. Il y a eu une restitution à travers les maraudes, en fait, à chaque fois dès que l'étude est sortie et même avant, tout a été très sur la même temporalité que l'enquête. En fait, il y avait à chaque tournée, on tenait au courant de là où on en était. Et il y a la synthèse de la diffusion qui a été traduite dans de nombreuses langues aussi. Voilà. Mais de toute façon, le sujet, globalement, il est parlé tout le temps parce qu'en fait, il est toujours d'actualité pour les personnes. Donc, en fait, à chaque tournée, on fait les liens entre les résultats de la recherche et puis le contexte politique en cours. Après, dans le comité, il y avait plusieurs travailleurs du sexe dans le comité de pilotage. Et donc, eux-mêmes ont relayé dans leurs associations, se sont réappropriés les données pour faire leur propre plaidoyer. Donc, voilà, ça aussi, c'est une partie de l'appropriation. En fait, moi, tant qu'on a le micro, je peux le dire. En fait, moi, je me suis interrogée sur, finalement, si le problème, à un moment donné, c'était, au-delà de qualitatif, quantitatif, c'était finalement la place qu'on accordait à la parole des travailleurs et travailleuses du sexe. Et que finalement, nous, en tout cas, en tant qu'acteurs de terrain, je pense que c'est ce que ça nous renvoie sur, finalement, cette étude, elle perd en légitimité parce que la parole, c'est uniquement la parole des travailleuses et travailleurs du sexe. Ce qui est quand même extrêmement violent, mais qui, pour faire le lien avec le plaidoyer, nous motive encore plus pour la diffuser, effectivement que les personnes en comprennent les enjeux, parce qu'en fait, c'est justement des politiques qui sont fondées sur autre chose que la préoccupation des personnes les premières concernées, que ce soit les intervenants santé ou les intervenants des associations et les travailleurs et travailleuses du sexe, c'est une parole qui compte peu pour le politique. Et on fait une BD. Alors comme quoi, hein, on va faire une BD aussi qui va sortir en avril. Il y a des gens qui aiment bien parler, donc parfois c'est bien. Non, justement, je ne suis pas sûr que je pourrais exprimer une pensée un peu complexe, mais c'est-à-dire, Médecins du Monde, première chose, sur beaucoup de nos combats ou travaux, chantiers, on est sur des sujets qui sont dans le champ moral d'une certaine manière, c'est-à-dire l'avortement, les travailleurs de sexe, les usagers de drogue et ensuite de suite, et les migrants. C'est-à-dire toutes les réponses politiques par rapport à ces questions sont de l'ordre moral d'une certaine manière. Donc nous, je le dirais mais avec une certaine naïveté, que on imagine un peu que peut-être la recherche, elle peut nous aider à sortir de la domaine moral dans le dialogue avec les décideurs. C'est-à-dire parce que seul, on n'y arrive pas, ou en tout cas, on y arrive parfois, mais c'est difficile parce qu'on se rend compte qu'il y a un tel décalage et qu'à la fin, tout est toujours décidé par un autre prisme. Et c'est là où maintenant, effectivement, avec ce que tu viens de dire, Irène, peut-être il y a quand même quelque chose d'intéressant, en tout cas sur ces travaux qui sont plus proches du plaidoyer, ou avec une volonté de plaidoyer, et pas d'abord une volonté de peut-être améliorer les pratiques, de ce qu'on a discuté ce matin, de s'étonner et de prendre la distance, de se remettre dans la complexité, mais là où il y a aussi une vraie volonté de porter un message, peut-être cette partie-là que, en tout cas avec les sciences sociales, avec les sciences humaines, on se met dans une position où on donne aussi, et tout d'abord, via ce mécanisme, la parole aux personnes. Et que c'est une des choses qu'on met sur la table dans un débat moral, qu'on dit, mais ça serait quand même, on apporte l'information des personnes
concernés dans le débat. Et j'ajouterais que par rapport à ces sujets, que ce soit travail du sexe, drogue, migration, on a quand même souvent une réponse répressive et sécuritaire de la part des différents politiques, alors que le débat moral n'est pas beaucoup abordé. Oui, moi c'est un petit commentaire parce que je trouve ça vraiment remarquable. Quand on ouvre un manuel de première année d'analyse des politiques publiques, on voit que les politiques publiques sont des sommes d'actions et d'inactions, que c'est pas fait pour résoudre des problèmes et que c'est tout sauf fondé sur des connaissances scientifiques. Donc soyons réalistes là-dessus, on peut le regretter, mais c'est ça. Donc les connaissances scientifiques, qui éventuellement sont aussi différentes selon les cadres théoriques, les méthodes, etc., c'est des arguments qui peuvent être mobilisés dans les luttes de cadrage, dans les façons de construire la réalité et de poser les problèmes. Et les différents acteurs vont s'en saisir, les neutraliser, les contester en fonction de raisons qui sont très très loin de simplement est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est solide, est-ce que ça reflète la réalité, quoi. Donc ça, je pense qu'il faut être lucide là-dessus, y compris quand on réfléchit justement les stratégies de plaidoyer, où je pense qu'effectivement, si les arguments quantitatifs sont indispensables pour être recevables, et oui, même si on est convaincu que c'est pas ça qui est important, ou même le plus sérieux scientifiquement, il faut pas se priver de cet argumentaire-là, parce que sinon, on délégitime ou on donne des armes trop faciles pour délégitimer les travaux, quoi. Alors du coup, il ne faut pas s'en limiter à ça. Et l'équilibre entre les deux, je trouve, est intéressant. Et le paradoxe, c'est qu'en même temps, on va toujours dire c'est quoi les chiffres, c'est pas représentatif, etc. Mais en même temps, tout le discours politique se construit souvent sur des exemples complètement caricaturaux. Dire le pain au chocolat de Copé, la grand-mère de l'île de Ré sur l'ISF. Il y a toujours des exemples, justement, qui ne sont absolument pas sur des chiffres, absolument pas sur des choses solides, qui structurent le débat politique, quoi. Et si dans ces exemples-là, plutôt que d'être sur des caricatures comme le pain au chocolat ou la grand-mère de l'île de Ré, c'est les paroles des gens, même si c'est malheureusement pas exprimé par eux-mêmes, tel que c'est dans la couverture de votre document, ça donne quand même une parole propre des gens à essayer de faire introduire dans ce débat qui est extrêmement biaisé et qui renvoie à tout sauf la réalité et la réalité scientifique, on peut dire, sur le problème en question. Moi je voudrais témoigner d'une expérience assez belle qu'on a eue pendant des années avec un chercheur de l'INSERM, donc épidémiologie sociale, Pierre Chauvin, et les équipes de terrain un peu partout en Europe sur la description en fait de l'état de santé et de l'état des droits à l'accès aux soins des populations qui n'ont pas accès aux soins, que ce soit les migrants, les pauvres, les tox, les putes, enfin bref, tout le monde. Et là-dedans, la question, elle revenait sans arrêt de se dire, mais quel est le rôle quand Chauvin écrivait un truc? Bon, alors il l'écrit dans sa langue à lui, hein, c'est le Chauvin. C'est une langue spéciale qu'on apprend à connaître. Quand il écrivait des trucs, en fait, ce qui était très intéressant, c'était le retour des équipes de terrain qui, justement, ce qui t'a manqué, Hélène, contestaient l'interprétation des résultats en disant non, attends, là, il faut l'éclairer de façon différente. Et c'était cet échange entre l'analyse épidémio des chiffres, mais aussi l'éclairage des témoignages et la confrontation avec les gens de terrain qui apportaient en fait des rapports qui étaient co-construits toujours et qui, en tous les cas de ce qu'il disait, lui donnait à lui un sentiment d'utilité dans la recherche qu'il n'avait pas forcément par ailleurs, d'utilité immédiate d'une part, et qui donnait aux gens de terrain aussi le sentiment d'un garde-fou contre leur propre analyse, expression à chaud, en fait, et à la suite des exaspérations qu'on peut avoir légitimement quand on est sur le terrain et qu'on voit les situations de vie. Et donc cet équilibre qui, alors, pour moi, n'a rien de neutre. Je ne sais pas où on trouve de la neutralité dans la vie de toute façon, mais ça n'a rien de neutre. C'est toujours engagé, mais pas engagé de la même façon. Et je pense que là, l'une des difficultés, c'est quand on fait comme Hélène, c'est-à-dire cet engagement à deux parties, mais en une seule personne, là, c'est assez dur.
et que les gens s'en sont servis pour attaquer en fait le rapport parce que c'était le seul angle d'attaque qu'ils pouvaient avoir. Et que en fait les attaques, parce que quand même on l'a pas dit beaucoup, mais les attaques extrêmement violentes, extrêmement insultantes qu'on a pu avoir ne parlaient jamais de la qualité de la parole des personnes qui avaient été recueillies, mais centraient le sujet sur démolir le rapport parce qu'il disait des choses que les gens ne voulaient pas entendre. Et voilà. J'ai une question, en fait, je ne sais pas trop ce que je vais dire, mais je suis un peu embarrassé. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il ne s'agit absolument pas d'opposer le quantitatif et le qualitatif. Ce sont, comme le dit Passeron, des moments de l'enquête et les deux sont absolument nécessaires et doivent être articulés. C'est-à-dire c'est extrêmement bien d'évaluer, par exemple, des actions de type qualitatif par du quantitatif et de voir comment, par exemple, les études qualitatives donnent du sens à des données quantitatives. Après, bon, c'est plus ou moins bien fait, mais je pense que ce sont vraiment des moments de l'enquête qui sont complémentaires. L'autre chose, c'est autour de ces histoires de neutre, d'engagement et autres, il me semble qu'il y a deux sujets. C'est-à-dire, d'un côté, il y a donner la parole à des acteurs, ce qui est assez proche de ce que Rosan Vallon appelle une démocratie narrative. C'est-à-dire le fait que des gens qui sont inécoutés soient mis en existence grâce à l'enquête qualitative. Ça, c'est une chose qui peut être, là encore, un moment de l'enquête, et si c'est bien fait, après tout, c'est une forme scientifique comme une autre. Enfin, voilà. Maintenant, sur la neutralité axiologique, effectivement, c'est compliqué. Mais ce qui n'est pas compliqué, en revanche, c'est que pour que quelque chose soit scientifique, c'est-à-dire c'est un peu comme un tissu. Plus on fait de plis, et mieux c'est, d'une certaine façon. Et je pense que dans ce qu'on dit, par exemple, à propos de ces praticiennes du sexe, on peut avoir à la fois une parole, mais qu'il faut traiter avec la même attention et d'une certaine façon la même bienveillance, en tout cas scientifique, les discours politiques, les discours des clients, les discours de ceux qui s'opposent à notre posture initiale. Et je pense que ce qui va être peut-être la différence entre une attitude, une sorte de neutralité axiologique et peut-être le travail de militance, les deux sont nécessaires, c'est le nombre de plis qu'on fait. C'est-à-dire que pour nous, disons, quand on est dans la recherche, on va traiter tout le monde avec le même intérêt. Exactement comme si on a, par exemple, quelqu'un qui parle de la migration en parlant de je sais pas quoi, de quelqu'un qui est obligé de partager son petit pain. Après tout, il faut avoir la même bienveillance intellectuelle par rapport à lui pour traiter ces paroles comme étant un des éléments du débat. Et à ce moment-là, ça fait un peu théorique, mais au sens de Norbert Elias, on décrit une configuration globale et on ne prend pas parti pour un seul des acteurs en lui donnant la parole. Et je pense que c'est tout à fait intéressant pour nous de varier ces échelles d'analyse entre, d'un côté, réussir à donner la parole à certains, et de l'autre côté, donner la parole au maximum de personnes autour d'enjeux qui sont des enjeux similaires, mais distinctement perçus. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais enfin, voilà. Si, mais moi je pense que ça, c'est à l'État de le faire. C'est-à-dire que si effectivement l'évaluation de l'État intègre toutes les parties, moi je trouverais ça extrêmement intéressant. Là où je pense que la démarche de Médecins du Monde a été de dire, nous on veut témoigner de l'impact que les lois ont sur la santé des personnes directement concernées et qui, mieux qu'elles, peuvent répondre en fait. Et donc effectivement, par contre, s'il faut une neutralité sur le sujet, mais est-ce que c'est vraiment un Médecin du Monde de faire ça? Je ne sais pas, en l'occurrence. Et les clients, en plus, nous, on n'a pas d'accès. Et donc, ça serait de mandater les travailleuses du sexe pour qu'elles interrogent éventuellement leurs clients, ce qui va être aussi sûrement questionné quelque part. Donc, moi, je suis d'accord avec vous sur la neutralité globale, mais je pense que par rapport à notre action et notre militance et notre plaidoyer sur la santé des personnes concernées, il faudrait interroger peut-être les professionnels de santé qui les soignment. Mais bon, oui, mais justement, vous parlez de militance. Et du point de vue je pense que du point de vue de Médecins du Monde, vous êtes parfaitement cohérente et vous avez raison.
Mais si moi non, mais enfin, je décerne aucune, j'ai aucune légitimité pour dire c'est bien ou pas bien, mais je pense que vous êtes en cohérence avec votre posture. Mais si je devais, par exemple, en tant que, je sais pas quoi, universitaire, faire une enquête, je la ferais sans doute pas dans cette optique-là. J'essaierais de la faire avec peut-être plus de personnages et avec une forme de neutralité plus grande envers des gens qui ne seraient pas d'accord avec, disons, mes présupposés initiaux. Voilà, enfin, un truc. Merci pour l'intervention. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que moi, je viens de Belgique et donc vraiment, c'est des débats auxquels j'ai évidemment toujours été dans un contexte et des opinions très différentes par rapport aux travailleuses du sexe. Et moi, je me demandais en fait si cette recherche que vous avez faite, notamment Hélène Lebaille, quand vous avez un peu mis le côté chercheur avec votre côté militant, est-ce que ça a changé votre manière d'être militante et est-ce que ça a changé certaines positions? Est-ce que du coup, vous militez autrement suite à la recherche ou... Alors après, je vais pas développer forcément, parce que j'ai pas eu le temps de réagir là sur ce que vous disiez juste avant. Bien sûr qu'il n'y a pas d'opposition quali-quanti. Comme je le disais au début, je savais qu'on n'avait pas les moyens. Enfin, déjà, moi, je ne sais pas faire du quanti, et personne ne savait le faire dans le comité. Et en plus, on n'avait pas les moyens parce que ça demande quand même pas le même investissement. Donc voilà, donc on savait. Mais c'est pas une opposition entre les deux. Effectivement, en tant que chercheur, et alors ça me renvoie à d'autres travaux que je fais qui ne sont pas des rapports d'enquête de ce type, ou donc plus sur la question des migrantes chinoises travailleuses du sexe, c'est exactement les questions que je me suis posées. C'est-à-dire, ok, j'ai fait de l'ethnographie pendant 4 ans auprès de ces femmes, il va me falloir le discours des autorités locales, de la police. Donc effectivement, c'est ce que je fais. Là, on est dans un rapport d'enquête qui est quand même assez focalisé. Donc ça crée peut-être ce sentiment et ce malaise pour moi de manque de neutralité, de difficulté à trouver la bonne position. Concernant l'impact que ça a pu avoir sur mon bénévolat, ça m'a fatiguée. Ça m'a enrichi parce que moi j'étais sur un programme qui rencontre sur le terrain avant tout des femmes chinoises. Donc de me retrouver à faire des entretiens avec des femmes ou des hommes français, des Nigérianes. Alors c'est pas, ouais, j'en ai fait un petit peu mais pas beaucoup. J'ai pas fait les entretiens en espagnol parce que je parle pas espagnol. Mais malgré tout, c'est vrai que ça a élargi ça élargit la connaissance, c'est évident quand même, et ça a recontextualisé le cas sur lequel on se focalise dans nos petits programmes en tant que bénévole. Donc ça, c'était assez positif. Par contre, ça n'a vraiment pas changé du tout l'éthique de travail, enfin la façon dont je... Non, pas du tout, pas vu de changement. Et tu as du mérite, parce qu'effectivement, je reviendrai sur ce que Nathalie a mentionné, ça a été extrêmement violent quand même. Enfin, je trouve que ce qui était difficile dans cette recherche, c'est qu'effectivement, Hélène, enfin, les chercheurs, l'équipe de chercheurs a été vraiment attaquée. Voilà, la qualité du travail a été vraiment niée, sous prétexte que les personnes étaient déjà engagées dans Médecins du Monde. Et ça, c'était vraiment super violent. Donc nous, on le prend comme quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont tellement rien d'autre à dire sur les arguments de fond que finalement, c'était plus facile d'attaquer ça. Mais pour le coup, c'est chouette que ça n'ait rien changé parce que tu t'en es pris plein la tronche quand même. D'autres questions, des témoignages? Il nous reste quelques minutes, sinon je vais te laisser la parole. Bien sûr. Après, peut-être pour revenir sur cette question, effectivement, moi je l'avais pressenti quand on a négocié de qui signait. Je ne sais pas si je l'évoquais ça. En fait, qui signait le rapport? Parce qu'en toute fin,
il y a eu une vraie négociation avec les 21 personnes du comité, à savoir est-ce qu'on signe du nom des associations ou est-ce qu'on signe du nom des chercheurs. Et à nouveau, la logique n'était plus du tout la logique de la recherche, la logique était la logique du plaidoyer. À savoir, est-ce que ce sera mieux, est-ce que les arguments passeront mieux si c'est signé par les associations ou si c'est signé par les chercheurs. On a fini par signer avec les noms des chercheurs. Et je m'y attendais. Voilà, il y avait une attente. Mais ça me ramène aussi à ce que je disais tout à l'heure sur et que Sandrine Musso a un petit peu discuté, cette question de la marginalité du thème. Je pense que quand on l'approche par la santé, ça passe mieux. Quand on l'approche plus par la santé, c'est quand même un sujet. Moi, peut-être que je suis parano, mais j'ai quand même l'impression que mes collègues ont évité de me parler de cette dernière publication. Je suis peut-être parano, hein, mais j'ai quand même eu l'impression que c'était pas très valorisant. Donc, voilà, dans un labo où il y a beaucoup de travaux sur la santé, peut-être que ça passe mieux. Non, alors pour pondérer les choses, de toute façon, il y a un très faible rendement symbolique à participer à ce genre d'entreprise. Hein. Enfin, du point de vue de l'académie, on est bien d'accord là-dessus. Voilà. Ouais, moi, je voudrais juste ajouter sur l'indépendance, la neutralité, etc. Quand même, on préfère 10 000 fois quelqu'un qui est à la fois chercheur et sur le terrain et qui connaît les populations et qui sait de quoi il parle, que les chercheurs innombrables qui, eux, sont quand même rémunérés en sous-main par les labos pour aller dans des colloques et des congrès partout. Et là, on ne pose pas la question de la scientificité de leur dire, alors que le vrai problème, il est quand même hyper là. Voilà. Donc, et que je sache, le Lotus Bus n'est financé par aucun labo, on n'a même pas de capote gratuite. De l'autre côté, je prends un peu le contre-pied, c'est-à-dire... pas par rapport à Hélène du tout, mais par rapport à ce que disait Irène et après Yannick, c'est-à-dire, est-ce que ça aurait été encore mieux de s'intéresser à un panel plus large de sujets et d'être sur un résultat un peu plus différencié et complexe, mais peut-être pour pouvoir dire quelque chose dans la même direction avec plus de complexité. En tout cas, la question pour moi, elle se pose, c'est-à-dire... si je reprends un peu tes termes, c'est-à-dire la militance est une pratique sociale, la recherche est une pratique sociale, et ensuite de suite. Mais c'est-à-dire, si on va là où on s'associe à des travaux de recherche, plutôt avec une idée de plaidoyer, et on a une en cours avec Marie Geoffrey, une discussion, c'est-à-dire, et les plaideurs veulent uniquement exactement savoir ce qu'ils veulent dire après, peut-être la recherche n'est pas la bonne méthode, c'est-à-dire où il faudrait quand même rester dans la volonté et la capacité de permettre la complexité et de la soutenir, Bon, bref. Non, bonjour, c'est une question plus néophyte. En fait, j'aimerais comprendre en fait sur quoi repose s'il y a une légitimité, en fait, une méthodologie du plaidoyer, si c'est une démarche politique ou on a aussi une démarche juridique vis-à-vis de qui, en fait, quelles sont les cibles, en fait, des plaidoyers. Est-ce que, voilà, en fait, je voulais vraiment comprendre qui, en fait, faisait ces plaidoyers, quel est le profil de ces personnes et sur quoi ça repose, en fait. Alors, un médecin du monde sur ce sujet. En fait, nous, notre cible, c'est notre monarque, non? C'est Emmanuel Macron, donc, qui doit changer la loi. Non, en fait, en tout cas, par rapport à cette recherche, nous, notre... Je parle en politique de santé publique, même vers l'extérieur. Est-ce que vous avez des plaidoyers sur des politiques? Ça va être un plaidoyer France, ou vous allez avoir des plaidoyers à l'international? À Médecins du Monde, on a plein de plaidoyers
dans plein de contextes différents, avec plein de cibles différentes. Sur la question spécifique du travail du sexe, on a un plaidoyer en France sur l'abrogation donc, de la pénalisation des clients, enfin de la mesure de la pénalisation des clients dans l'absolu de la loi au global, parce qu'on a un avis aussi sur le parcours de sortie de prostitution, mais c'est un autre débat. On a des plaidoyers très locaux aussi pour améliorer l'accès aux soins et l'accès aux droits des personnes directement concernées. Donc en fait, on a plein de combats, on va dire. Après, à Médecins du Monde aussi, il y a plein de profils différents qui font du plaidoyer. C'est un vaste débat en interne aussi sur qui doit faire du plaidoyer. Mais je ne suis pas sûre d'avoir compris du coup la question sur... En fait, je voulais savoir si c'était plus une démarche militante ou... juridique, en fait. On est militant. Enfin, moi, je vais faire une réponse en mon nom. Il y a ou les gars, en fait. C'est-à-dire... Et je peux encore parler. Non, ça fait référence, si c'est ça la question, à un ensemble de méthodes et de cibles, c'est-à-dire c'est parfois avec des méthodes juridiques, parfois avec ce que ou quelqu'un peut vous appeler la militance, c'est-à-dire les manifs, les flash mobs, l'action publique, l'action directe, plus maintenant, mais avant, et après la communication, et après le plaidoyer technique auprès des agences onusiennes, l'OMS, ça dépend, c'est une palette, on fait référence, c'est effectivement vaste et sur plein de sujets, avec plein de méthodes, et plein de cibles et sur plusieurs sujets MDM et à niveau régional, international, pays. Bon, bref, c'est un peu chaotique peut-être, mais c'est ça en gros. Moi, je voulais juste ajouter par rapport à Médecins du Monde, c'est vrai que nos valeurs sont autour voilà, de soigner, témoigner. Alors, au-delà du témoignage, on va vers une démarche de plaidoyer et accompagner le changement social. Et c'est vrai que tous nos combats, toutes nos activités ont, au-delà des axes prioritaires, une vocation à faire mettre en pratique ou faire évoluer des lois pour les personnes les plus vulnérables. On n'est pas sur tous les domaines, on a des priorités, on ne se base que sur les programmes sur le terrain pour apporter justement cette expertise et avoir une voix qui soit audible, crédible. Mais c'est vrai que moi, j'ai vécu ça aussi beaucoup dans des programmes de développement social à travers la santé dans les quartiers. À travers la santé, on essaye de développer un accès au droit, à la citoyenneté en fait, des personnes. Et je pense que c'est ça aussi la plus-value de Médecins du Monde. Je pense à la démarche en fait, en santé publique qui va reposer en fait, sur vos recherches, vos études, les chiffres que vous apportez qui vont avoir un impact en fait, soit en politique, vous travaillez sur des guidelines avec l'OMS, c'était plus, ma question c'était plus l'impact ou dans des pays... en développement avec des programmes nationaux où et vous basez justement sur ces chiffres de la recherche ou sur c'était plus ça ma question et en fait si c'était porté justement par des juristes ou des politiques basés sur des résultats scientifiques en fait. Alors on a à la fois des démarches scientifiques avec ce qui vous a été présenté aujourd'hui qui sont à travers des études. On a des démarches entre guillemets peut-être un petit peu moins scientifiques mais qui sont des collectes de données des différentes activités de nos programmes qui sont également comptabilisées et qui font partie des témoignages et de ce qui nous sert à argumenter notre plaidoyer. Et on a également voilà, des combats politiques et des actions directes autour de certains sujets. Mais c'est vrai que, par exemple, autour de la thématique actuelle sur les politiques migratoires, notre rôle n'est pas uniquement de dénoncer ces politiques, mais de voir quel impact elles ont négatif sur la santé des personnes, que ce soit santé mentale, santé physique. Et en tant qu'ONG médicale, ONG de santé, nous baser sur ces données-là, sur les différents programmes qu'on a à travers la France, le monde, en Amérique centrale, en Afrique du Nord, pour témoigner de l'impact négatif de ces politiques migratoires sur la santé et les dénoncer sous cet angle-là. Oui. Mais je crois qu'il faut replacer ça aussi dans le contexte de l'histoire de Médecins du Monde. Hein. Vous savez, dans les années, je dirais, kouchnériennes, hein, en fait, le plaidoyer, c'était d'abord, c'était la révélation de situations méconnues à travers le monde, hein, et c'était en fait des dénonciations hein, qui s'adressaient autant à la communauté internationale, les opinions publiques, les décideurs. Hein. Et puis ça a évolué hein, dans les 15 ou 20 ans qui ont suivi. On a été acteurs, on était les porte-parole
effectivement, d'un certain groupe de population, hein, mais dans une certaine naïveté et innocence. Hein. On était les bons samaritains des pauvres du tiers-monde, hein, et on parlait à leur place. Hein. Aujourd'hui, je ne vais pas déployer ce qui a été dit toute la journée, on en est là, si vous voulez. Et on en est là. Et comme le dit, je ne me rappelle plus ton prénom, aujourd'hui, c'est vrai que c'est multifactoriel. Hein, c'est multifactoriel et les cibles, effectivement, sont variables. Hein, mais globalement, quand même, les cibles, elles sont politiques. Hein, je veux dire, c'est peut-être la différence de Médecins du Monde avec d'autres associations qui sont dans des approches, je dirais, assez techniciennes. Hein. Médecins du Monde est quand même dans une approche, je dirais, politique à travers les droits auxquels les gens ont droit, hein, c'est-à-dire les droits de l'homme dans leur globalité avec les droits sociaux, économiques et politiques. Donc voilà, hein, mais c'est toute une évolution. Hein, on n'est pas arrivé à ça du jour au lendemain. Hein, voilà. Et je voulais juste ajouter qu'on a également un service juridique. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle qui sont là, j'en ai aperçu ce matin, voilà, qui lui aussi étudie selon voilà, les différentes lois, les différents angles, sur quels éléments est-ce qu'on peut être incisif et avoir une action spécifique. Et voilà, on est une ONG qui s'est dotée d'un service juridique spécialement pour soutenir nos plaidoyers. Alors, au-delà de la question du plaidoyer qui est passionnante, je veux revenir sur la place du chercheur. Donc, peut-être une question particulière pour Hélène, mais pour toutes à la table. Je me demande en fait comment vous vous situez et comment vous gérez vos différentes casquettes, car je vois, si je comprends bien, que c'est pas évident des deux côtés, que dans votre rôle de bénévole et d'action militante, il y a des méfiances et un rôle à prendre, etc. Mais que du côté académique, on n'accueille pas forcément bien votre double casquette, si je comprends bien. Donc, comment vous vous situez par rapport à ça, en termes d'identité, en termes de satisfaction personnelle par une activité professionnelle et donc bénévole? En gros, est-ce qu'il y a de l'espoir? Non, mais je pense que vous avez... Enfin, je ne sais pas si je peux apporter beaucoup de choses. Hein. Effectivement, dans mon activité militante ou même non militante de bénévolat, j'ai aucun problème. Enfin, voilà. Après, c'est ce que j'ai un peu essayé d'exprimer. C'est plus compliqué dans mon travail de chercheur, mais je sais pas trop ce que je peux apporter de plus. Hein. Je pense que... Vous n'avez pas l'impression d'être toujours entre les deux mondes? Alors, l'essentiel de mes travaux porte pas là-dessus. L'essentiel de ce que j'écris, voilà, porte sur les migrations chinoises. Donc j'ai aussi des espaces de travail qui me posent moins, et encore, hein, moins cette question du rapport au sujet étudié, cette question de mes valeurs, de mes opinions politiques. En réalité, c'est peut-être ça qui est effectivement intéressant, c'est que ce travail-là, qui m'a particulièrement questionnée sur mon positionnement politique militant dans la recherche, m'a amené en fait à trouver, premièrement, que mes autres travaux de recherche étaient beaucoup moins intéressants, beaucoup moins approfondis, il faut le dire, en fait, beaucoup moins incarnés, enfin, j'étais moins dedans. Et alors, effectivement, avec une très bonne distance de mes sujets de recherche, aucun souci. Et finalement, là, je suis en train de développer un nouveau sujet de recherche qui m'implique à nouveau pour d'autres raisons. Donc, en ce moment, je suis en train de faire un tout début de projet de recherche sur le militantisme des descendants de migrants asiatiques, et qui sont en fait des gens, les plus militants sont en fait des gens qui ont exactement le même parcours que moi en termes d'études, même milieu social, etc. Et c'est marrant parce que je me retrouve dans une situation où il faut que je me repositionne en étant moi-même visiblement pas asiatique, mais en étant socialement extrêmement proche de mes répondants. Et voilà, et je pense que ça m'a nourri ce travail-là pour accepter de faire des travaux où je suis beaucoup plus impliquée. Voilà, avec toutes les questions de post-colonialisme, les questions de racisme qui nous concernent tous, savoir dans quelle mesure je le suis moi-même quand je fais mes entretiens. Et je pense que ça m'a en fait beaucoup nourri, même si c'était un petit peu difficile comme petit travail de recherche.
Voilà. Oui, alors moi j'ai une question, elle est un petit peu naïve, mais en fait c'était pour revenir plutôt sur revenir en fait sur l'outil du plaidoyer. En fait, je voulais un peu comprendre pourquoi, donc aujourd'hui, on peut dénoncer un peu notre gouvernement qui est un peu liberticide, etc. Est-ce que vous, selon vous, donc qui êtes chercheuse, militante, est-ce que vous pensez que le plaidoyer c'est encore un outil qui peut fonctionner et qui est écouté en fait par les politiques? Et ensuite, ma deuxième question, elle est plus pour vous, Madame Musso. Ah, anthropologue, pardon. Mais vous travaillez en fait sur les politiques, enfin, vous étudiez la science politique, non? Oui. Ok. Donc en fait, tout à l'heure, vous souleviez en fait la contradiction entre les politiques publiques du coup et les résultats de recherche. Et en fait, je peux poser cette question même au niveau économique, en fait, où les chercheurs de l'OCDE, les chercheurs, par exemple, les économistes atterrés, etc., qui montrent en fait plein de résultats de politiques qui sont complètement en fait, dénués de sens en fait pour nous. Enfin, pourquoi en fait il y a toujours cette séparation entre la recherche et la politique? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus tendance à aller chercher les réponses vers des gens qui sont vraiment spécialisés dans leur domaine, en fait, tout simplement. Voilà. Et du coup, la question sur le plaidoyer, est-ce que c'est toujours un outil utile? Oui, après, il y a tout le problème des contextes politiques qui fait qu'aujourd'hui, cette loi n'est plus une priorité. Donc ça va être extrêmement difficile de faire bouger les lignes, sauf via le Conseil constitutionnel. Parce que c'est plus une priorité. Et aujourd'hui, même si on fait du plaidoyer, même si des personnes, même au sein du Parti socialiste qui a soutenu le vote de la loi, peut-être regrettent ou se disent « Ah oui, on n'était peut-être pas assez informés », c'est pas une priorité politique, donc ça va être extrêmement dur d'avoir un impact. Mais voilà, peut-être plus tard, peut-être par d'autres moyens. Enfin, si, je pense qu'il faut y croire, hein, quand même. Enfin, c'est génial, je ne remets pas du tout en question l'outil du plaidoyer, mais je me demande juste en fait quel impact il a réellement, quoi, parce que il y en a quand même. Non, mais je veux dire, par exemple, pour cette, par exemple, pour là le rapport que vous avez fait sur cette loi, est-ce qu'ils reviendront en fait sur la loi? Est-ce qu'il y a moyen qu'on avance de façon, ou par exemple pour les migrants, on sait plein de choses depuis des années et au final on a l'impression que les lois sont figées, quoi, et que les gouvernements sont sourds à ça. Je sais pas. Moi, je crois qu'heureusement qu'on y croit encore, parce que sinon ça serait hyper déprimant. Mais moi je crois qu'on y croit encore. C'est aussi l'utilisation du juridique. Enfin, je veux dire, aujourd'hui on utilise d'autres outils pour faire du plaidoyer et avancer, mais c'est là où il faut être malin. Je pense qu'il y a aussi peut-être, sur un autre sujet, sur les prisons, montrer que l'alternative à l'incarcération, ça peut coûter moins cher que d'incarcérer les personnes et c'est plus efficace pour tout le monde. Donc en fait, je pense que c'est aussi de travailler autrement. Et nous, notre volonté, c'est de dire aussi, travaillons collectivement avec toutes les personnes concernées, en utilisant d'autres outils et surtout rien lâcher. Alors, c'est impossible de répondre à votre question de manière globale, mais juste un exemple pour ceux qui ont aussi contribué à ça. Autour des questions de médiation, santé et d'interprétariat linguistique, on est quand même arrivé à une entrée dans la loi en 2016. Il a fallu plus d'une vingtaine d'années pour que ça arrive, mais c'est arrivé. Donc il n'y a pas que la recherche qui a un temps long. Il y a aussi, ça prend beaucoup de temps de faire évoluer les institutions. Donc c'est pas impossible. Et il y a eu et là c'est quand même une réussite d'avoir justement amené jusqu'au fait qu'on remette en question une loi. Donc ça a des effets. Et après, il y a la question de l'expertise par rapport au champ politique. Donc voilà, recherche et expertise, c'est encore tout un questionnement. Et puis le plaidoyer, il a des liens ténus avec le lobbying. Mais c'est toute la question de qui fait du plaidoyer, comment on les recrute. Du coup, où est-ce que les gens doivent être un peu plus près des institutions internationales, toujours plus loin des terrains qui sont supposés nourrir. Enfin, c'est toutes ces questions très compliquées sur comment on organise une action qui aura des conséquences politiques. Je
Je voulais juste ajouter que concernant les cibles de plaidoyer, c'est vrai que certains appellent ça de la communication, mais aussi une de nos cibles de plaidoyer, c'est la population. Comment est-ce qu'on arrive de façon pédagogique à exprimer à donner des informations, à exprimer des opinions vers la population? Les politiques, comment sont-ils là? Ils sont élus par la population, donc c'est vrai qu'il y a aussi un rôle de médecin du monde d'exprimer et de permettre un droit à l'information des différentes personnes, et je pense que c'est aussi une forme de plaidoyer. Enfin, je critique absolument pas le plaidoyer, je trouve que c'est un outil très très efficace. Et voilà. Non, moi, je voulais rappeler la très belle expérience qu'a menée ATD Quart Monde il y a quelques années, où ils ont réuni effectivement des universitaires et des gens en grande situation de précarité, des gens dans la rue. Ce que je sais, c'est qu'ils ont mis à peu près 1 an à pouvoir se parler. Le langage était tellement différent. Mais ce que je sais aussi, c'est que ça avait eu quand même un fort impact, ce travail, sur la compréhension par les politiques de ce qu'était la grande précarité. On va mettre un terme à cette table ronde. Merci à tous et toutes pour la qualité de vos interventions.